Mais bientôt Napoléon va se lasser de jouer au souverain sur un théâtre aussi réduit. Il ne cesse de regarder du côté de la France, convaincu que celle-ci ne supportera pas longtemps la réaction royaliste et ce Louis XVIII que les vainqueurs lui ont imposé. Il observe et il attend. Pendant 10 mois. Jusqu'au 26 février 1815, où n'y tenant plus, il s'embarque pour la France avec une poignée de fidèles. Une fois de plus, il fait confiance à son étoile. Lorsqu'il a fait une erreur ou a été victime d'une infortune, l'homme de génie parvient toujours à se rétablir. Napoléon. Le plus délicat aura été de déjouer la surveillance des navires anglais. Une fois débarqué à Golfe-Juan, il n'y a plus entre Paris et lui que l'armée royale. 6 jours plus tard, alors qu'il est près de Visil, il trouve en face de lui un régiment d'infanterie chargé de lui barrer la route. Il décide de s'avancer seul au devant de la troupe. Soldat du 5e, je suis votre empereur. Reconnaissez-moi. S'il en est un parmi vous qui veut tirer sur son empereur, il peut le faire. Me voici. Des cris unanimes s'élèvent des rangs des soldats. Vive l'empereur, longue vie à l'empereur. Vive l'empereur, they shouted all the way to Les Vive l'empereur l'ont accompagné jusqu'à Paris. But it was really sort of crazy. Mais c'était absurde. Il n'avait aucune chance. La coalition qui avait remporté la victoire contre Napoléon en 1814 a tenté, après son abdication, d'organiser la paix en Europe. Mais au congrès de Vienne, les appétits s'affrontent. Les négociations piétinent. L'annonce du retour de l'empereur ressoude l'alliance. L'Autriche, la Russie, la Prusse et l'Angleterre décrètent Napoléon hors la loi et se préparent à le combattre. Dès la fin mai, 2 armées, l'une anglaise, l'autre prussienne, ont pris position en Belgique. De plus, les troupes russes et autrichiennes font route vers la France à marche forcée. Face à toutes ces menaces, Napoléon va tenter un pari très risqué, se glisser entre les Anglais et les Prussiens et les écraser successivement avant l'arrivée des Autrichiens et des Russes. Il lève donc une armée à la hâte et fait route vers la Belgique. Une vaste étendue de champs semés de seigles et de trèfles près de la petite ville de Waterloo. Tel est le cadre où va se jouer la dernière partie que disputera Napoléon. En face de lui, à la tête des troupes anglaises, il y a un grand général, le duc de Wellington. Pas beaucoup d'imagination, mais doté de nerfs d'acier. Il connaissait bien ses troupes et savait ce qu'il pouvait leur demander. C'était un as de la défensive. Wellington dispose de 68 000 hommes et il peut aussi compter sur les 72 000 Prussiens de l'armée de Blücher. Celui-ci est Napoléon, qu'il a écrasé à Iéna et l'a fait prisonnier. S'il parvient à réunir les 2 armées, Wellington disposera d'une supériorité numérique de 2 contre 1. Arrivera pas, tout le problème est là. Blücher est encore loin et Napoléon a envoyé un détachement à sa rencontre pour le retarder. Il ne cessera de pleuvoir pendant toute la nuit précédant la bataille. À l'aube, les soldats des 2 camps regardent résignés leurs effets tout trempés. On pense que Napoléon va donner l'ordre d'attaquer. Voilà des heures que le jour est levé, mais rien ne vient. Il attend, dira-t-il, que le sol sèche pour lui permettre de mettre ses canons en batterie. Certes, le terrain était tellement détrempé qu'on ne pouvait pas faire avancer l'artillerie. Mais il ne s'arrêtait pas à ce qui était un détail. Avant, il attaquait quand il avait décidé d'attaquer. J'ai senti que la fortune m'avait abandonné. Je n'avais plus en moi le sentiment très fort que le succès était assuré. Enfin, à 11h30 du matin, l'artillerie française ouvre le feu. La situation est la suivante.
L'armée anglaise tient fortement 2 fermes qui flanquent le champ de bataille, ainsi qu'une crête au centre du dispositif. Napoléon n'a pas de temps à perdre à de savantes manœuvres. Il va tout miser sur une attaque frontale massive. Il voulait attaquer Wellington en premier et avoir raison de lui le plus vite possible, espérant que celui-ci s'enfuirait vers ses navires et qu'il pourrait alors s'occuper de Blücher. Peu après-midi, Napoléon déclenche un violent barrage d'artillerie contre le centre du dispositif anglais. Les tirs des 74 pièces d'artillerie française resteront sans grand effet. Wellington ayant disposé ses troupes à l'abri de la crête. Napoléon avait pour devise de ne jamais attaquer une position bien défendue. Mais cette fois, il n'a pas le choix. Il doit chasser Wellington de là. Les Français attaquent et sont refoulés en désordre. Les Anglais étaient en bonne position sur le plateau et malgré tout, Napoléon les a attaqués de front. Ce qui était presque, peut-être pas suicidaire, mais en tout cas exposé à perdre beaucoup de soldats. Mais l'avant-garde prussienne approche. Il faut enfoncer les lignes anglaises à tout prix. C'est au tour de la cavalerie de charger, conduite par le maréchal Ney, le brave des braves. Les Anglais se sont formés en carré, attendant l'assaut. Les hommes n'arrêtent pas de tomber autour de Ney, qui, indifférent au danger, multiplie les charges. Il est convaincu qu'une charge de plus, une dernière, lui donnera la victoire. Ils furent à 2 doigts d'enfoncer les lignes anglaises. Mais Ney chargeait sans aucun soutien d'infanterie. C'était comme de lancer une colonne blindée sans infanterie pour l'appuyer. La ligne anglaise a été sur le point de rompre, mais en attendant, c'est la cavalerie française qui est détruite. Alors que le soleil commence à descendre à l'horizon, Napoléon aperçoit au loin des colonnes de soldats, les Prussiens dans leurs noirs uniformes. Il aperçoit de la poussière sur sa droite. Il sait que c'est les Prussiens. Il peut soit se dégager et se replier, soit faire le pari de vaincre les Anglais avant que les Prussiens n'arrivent. Il lance à l'assaut son ultime réserve, la garde impériale. Cette garde si redoutée, qui n'a jamais reculé. Le quitte ou double de la dernière chance. La confusion était à son comble. Le brouillard, la fumée des explosions. Et ces personnages qui, tels des automates, ont commencé à avancer. Wellington attendra qu'il soit à 40 pas pour donner l'ordre de tirer. Le premier rang français est décimé. Plus de 400 hommes au sol. La garde continue d'avancer. Ils furent magnifiques et ils furent sur le point de rompre la ligne anglaise.
Mais il était trop tard. Pour la première fois dans l'histoire des guerres napoléoniennes, la garde a vacillé et même reculé en criant « Sauve qui peut, chacun pour soi ». Et la rumeur s'est répandue dans les rangs, la garde recule. Puis, comme pour porter la panique à son comble, les Prussiens arrivent. Les Prussiens, ça a vraiment été la dernière goutte d'eau. Napoléon dut retirer des troupes de son centre pour leur faire face. D'ailleurs, le vainqueur, c'est Blücher. Sans son arrivée, je ne pense pas que Wellington aurait pu gagner. La bataille a duré à peine une dizaine d'heures, un long après-midi d'été.